Afrocentriste, caniche des africanistes, négrophobe et comparé du panafricanisme. Réponse à Jean-Pierre Caillard. Dans la controverse opposant le prestigieuse école Shabazia et la déclinante école afrocentrique menée en France par Jean-Pierre Caillard, nous, l'ISA, avons eu à rétablir des vérités historiques indestructibles. Dévoilement de la vision chère-antadiopienne de l'État fédéral africain, incluant pleinement l'Afrique du Nord, relocalisation de l'Eukoumen, des Anous dans l'Arabie pétrée, correction ethnique de l'origine sabéenne, des Gektanides, distribution historique plus juste des responsabilités dans la traite orientale entre Arabes, Turcs islamisés, Perses islamisés et Romains islamisés, rétablissement de la vérité historique de la négritude des calices arabes, les Arabes al-Ariba, les Arabes originels, entre parenthèses, affirmation du caractère purement négritique des Sémites, reconnaissance objective de l'origine intégralement africaine des religions révélées, dites abrahamiques, historisation des enseignements de Séanque sur la civilisation de l'Atlantide, etc. Dans tous ces débats, la malheureuse école afrocentrique s'est montrée incapable de défendre argumentativement ses positions réactionnaires et négrophobes héritées de la propagande sioniste africaniste. Elle est alors apparue aux yeux du grand public comme le défenseur farouche des violeurs des valeurs africaines, comme le laquais de l'africanisme putréfié, en plus de présenter une mauvaise foi abyssale difficilement camouflable. Parmi les sujets qui ont causé le plus de bruit dans cette controverse figure la question du traité du Bact 652, qui, selon les africanistes, les Perses, Turcs et Romains islamisés, donc aussi selon leurs larbins, que sont les afrocentristes, serait le point de départ de l'esclavagisme arabe en terre africaine. De l'avis de cette équipe de pirates historiques, lors de la seconde guerre du Dongola en 652, pourtant largement gagnée par les armées makourites, nubiennes entre parenthèses, du roi Khalid-Uru, les Arabes menés par Abdullah ibn Sa'd Abu Assar, émir d'Égypte, auraient imposé aux makourites nubiens de leur verser annuellement un tribut dont une clause inclurait la livraison de 360 esclaves, faisant de facto de ce traité un appât historique, car ce serait bien la première fois dans l'histoire de l'humanité, à notre connaissance, que le vaincu se verrait livrer des esclaves de la part du vainqueur. Incapable de prouver l'existence de ce traité, ni même l'authenticité du document utilisé aujourd'hui comme hier, au Moyen-Âge, par les historiens falsificateurs, notre cher afrocentriste Jean-Pierre Caillard pense clore le débat en citant un épisode historique concernant l'ambassade du prince Giorgio de Dongola, envoyé au calife abbasside al-Mutassim à Bagdad en 836. Les africanistes font croire frauduleusement que cette visite du prince makourite au palais califal de Bagdad aurait comme but de renégocier le fameux Bact. C'est donc cette version, cette imposture caractérisée qu'aujourd'hui Jean-Pierre Caillard colporte ici et là pour justifier le fait imaginaire que les makourites nubiens auraient été de pauvres victimes de l'esclavagisme arabe, alors que l'histoire a retenu cette civilisation comme étant une des plus puissantes de l'histoire. Aussi allons-nous ici déconstruire le mensonge cousu de fil blanc de cette interprétation frauduleuse dont les afrocentristes s'en sont fait les ailes propagateurs, les tristes diffuseurs au mépris de la vérité historique, du respect dû aux valeureux ancêtres makourites nubiens. Tout d'abord,
Signalons que les déclarations de Jean-Pierre Caya, ambassade du prince, sur cette ambassade du prince macourite Giorgio de Dongola, ne s'appuie que sur une citation du chapitre 8 du volume 3 de l'encyclopédie Histoire générale de l'Afrique, la Nubie chrétienne à l'apogée de sa civilisation, écrit par l'historien polonais Stefan Jakobielski. Au demeurant, nous nous félicitons du fait que les afrocentristes, à commencer par Jean-Pierre Caya, daignent enfin nous fournir des références, des citations sourcées en dehors de leur habituelle élucubration. Et pour dire vrai, notre volonté a toujours été de les pousser à consulter Histoire générale de l'Afrique, dont seul le chapitre 1 du volume 2 est connu de cette école afrocentriste, pour la simple raison que ce chapitre a été rédigé par le professeur Cheikh Anta Diop. Avec la pression que nous leur mettons, ils sont obligés de consulter tous les autres volumes et tout autre chapitre. C'est déjà un premier pas. Fin de l'aparté. La citation qu'en fait Jean-Pierre Caya est brute de décoffrage. Il n'émet aucune critique historique contre ce travail, laissant donc entendre qu'il est parfaitement en accord avec la position de l'historien polonais Stefan Jakobielski, qui lui-même n'est pas catégorique. Remarquons, et ce détail aura son importance dans le développement de notre pensée, que le titre de ce chapitre est La Nubie chrétienne à l'apogée de sa civilisation. Donc il s'agit de l'apogée. Ce terme a un sens. Parlons-on d'apogée quand une civilisation est contrainte de livrer des esclaves à une autre? Ou alors est-ce quand cette civilisation s'impose sur l'échiquier géopolitique comme superpuissance? C'est là un élément qui semble avoir échappé à notre cher afrocentriste, si prompte à avoir les civilisations noires égyptiennes pharaoniques mises à part comme des victimes des vassaux des autres. Au 8e siècle, le royaume de Makuria réalisa une politique de réforme. L'éparchie de Nobadia jouit d'une période de floraison et de fécondité artistique en gardant de bonnes relations avec l'Égypte et le califat. L'apogée du royaume de Makuria prend place entre le 9e et le 11e siècle, l'âge d'or comme elle est nommée dans la littérature scientifique. Citation de Loretta del Francia dans son Antinopolis et Panopolis, nouvelle hypothèse sur les datations de quelques tissus. Acte du 8e Congrès international d'études coptes, sous la direction de Nathalie Bosson-Anne Bouvarel, Boudor, page 153. Pour la référence. Cette remarque très indiquée de Loretta del Francia aurait dû attirer davantage l'attention des afrocentristes. Si de l'avis même de la communauté scientifique, qui est loin d'être négrophile, cette période correspond à l'âge d'or du royaume de Makuria. Il est donc hautement improbable que cette période puisse supporter une quelconque vassalité vis-à-vis de quiconque. Un manque africaniste et afrocentriste considère qu'en ce qui concerne les royaumes africains, ils peuvent connaître leur âge d'or, tout en étant soumis à d'autres royaumes à qui ils doivent obligatoirement livrer annuellement des esclaves. Ainsi, la citation de Jean-Pierre Caya commence ainsi. Les meilleures sources d'informations sur les événements politiques de cette période sont les auteurs arabes Yacoubi, Al-Tabari, Ibn Akwal et Ibn Salim al-Aswani. Les deux derniers ont voyagé en Nubie. Fin de citation.
Là aussi, nous devons faire une remarque qui en dit long sur la confusion qui peut exister dans certains travaux conduisant à faire endosser aux négro-arabes l'esclavage pratiqué par des populations blanches islamisées portant des noms arabes. Parmi les 4 auteurs arabes cités par Stefan Jakobielski et validés par Jean-Pierre Caillard, 2 sont perses, Yacoubi et Tabari. Un est turc, Akwal, et un est négro-arabe, d'Aswan, comme son nom l'indique, Ibn Salim al-Aswani. Déjà, si on arrive à nommer arabes des individus originaires des régions du Caucase ou du Kurdistan, c'est que l'on manque manifestement de rigueur et dans ce cas, c'est compréhensible de lire sous la plume de tels individus esclavage arabe, quand les auteurs de ces esclavages sont dans la plupart des cas des Turcs, des Perses ou des Romains islamisés important des noms arabes. Néanmoins, comme nous sommes scientifiques, prenons le soin de présenter succinctement ces auteurs arabes dont les travaux sont d'importance même si aucun d'entre eux n'a vécu du temps de la Seconde Guerre d'Angola. Ahmad ibn Abu Yaqub ibn Jafar ibn Wahb ibn Wadih al-Yaqoubi, mort en 897 ou 898, ce géographe perse islamisé était plus connu sous le nom d'Ahmad al-Yaqoubi, ou tout simplement de Yaqoubi. L'ouvrage fondamental qu'il a commis est le Kitab al-Buldan, le livre des nations entre parenthèses. En plus du Tariq ibn Wadih, l'histoire d'Ibn Wadih, le livre des nations, fournit force informations sur la géographie physique et humaine du Maghreb au IXe siècle. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, né en 838, mort en 923, était un perse historien et exégète du Saint-Coran, dont les 2 œuvres majeures sont le Tafsir al-Tabari, l'exégèse de Tabari, entre parenthèses, et le Tariq al-Rusul wal-Muluk, histoire des messagers et des rois, entre parenthèses. C'est une source incontournable. Muhammad Abul Qasim ibn Aqwal, né en 943, mort en 969, était un Turc islamisé, écrivain, géographe et éditeur célèbre du Xe siècle qui produisit le fameux ouvrage Surat al-Ard, entre parenthèses la configuration de la terre, ouvrage qui est en fait une réédition augmentée du Masaliq al-Malik d'Estarqali, composé en 951, qui lui-même est une réactualisation du Suwar al-Khalim, Ahmad ibn Sal al-Balki, qui fut écrit en 921. Les œuvres de ces auteurs nous ont été fort utiles dans la composition de notre propre ouvrage Radanite et la traite des esclaves. Ibn Salim al-Aswani était un da'i, un chef religieux missionnaire musulman, envoyé diplomatiquement en Nubie par l'esclave grec, donc blanc, Saqaliba, entre parenthèses, originaire de Sicile, et converti à l'islam, le général fatimide Jawar ibn Abdallah, aussi appelé Jawar al-Siqili, qui signifie le Sicilien. C'est le Saqaliba Jawar ibn Abdullah qui reprit l'Égypte en 972 au califat abbasside. Ainsi voit-on un esclave blanc à la tête de l'armée de son maître noir, Al-Mu'iz lid-Din Illah, né en 932, mort en 975, le 4e calife fatimide. La mission d'Ibn Salim al-Aswani aurait été, selon les africanistes, de convertir Sa Majesté le roi George II de Makuri, qui régna en 965 à 985 environ. Une mission qui échoua car purement imaginaire. De plus, les falsificateurs avancent aussi qu'il aurait été envoyé pour établir le Bacte imaginaire, entre parenthèses, mission qui échoua également au dire des falsificateurs eux-mêmes. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait que l'âge d'or du royaume de Makuri
embrasse le règne du roi Georges II de Makuri. Mais sans plus tarder, allons au cœur de notre sujet. L'ambassade du prince makourite nubien Giorgio de Dongola au calife abbasside de Bagdad al-Mutassim. Pour se montrer plus pédagogique, nous allons reprendre point par point les citations de Stefan Jakobielski que nous a proposé l'intellectuel afrocentriste oxymore Jean-Pierre Caillat. Dans la troisième décennie du 3e, 9e siècle, profitant de la guerre de succession qui, après la mort du calife Haroun al-Rachid, aggrava encore la situation de l'Égypte, la Nubie cessa de payer le tribut stipulé par le Bacte. Dès qu'Ibrahim al-Mutassim accéda au califat en 833, entre autres mesures destinées à ramener l'ordre, il écrivit à Dongola, au roi Zakaria, une lettre exigeant non seulement le rétablissement du tribut annuel, mais aussi le paiement de tout l'arriéré. Dans la version papier, aucun renvoi de bas de page, aucune note, aucune référence n'accompagne ce propos. C'est donc une déclaration sans source, sans référence, sans fondement. En effet, où se trouve cette fameuse lettre menaçante du calife abbasside al-Mutassim? Avons-nous des exemplaires en Nubie ou en Irak, ou ailleurs dans le monde afrabique? Si un tel document existe, pourquoi ne pas le signaler? N'était-ce pas le minimum quand il s'agit d'histoire, ou alors l'histoire des Africains ne nécessite-t-elle pas qu'on prenne la peine de vérifier, de justifier tout ce que l'on dit? Le roi de Nubie, incapable de satisfaire à ses exigences, décida d'envoyer à Bagdad son fils Giorgio, qui devait plus tard, peut-être en 856, monter lui-même sur le trône de Nubie. Giorgios était chargé de négocier avec le calife et de profiter de son séjour à Bagdad pour évaluer la puissance militaire des Abbassides. Encore une fois, existe-t-il un document de la main de Sa Majesté le roi Zakaria de Makuri, père du prince héritier Giorgio, qui attesterait les propos avancés par l'historien polonais Stefan Jakobielski? Le prince a-t-il laissé les traces d'un tel document à Bagdad? D'où tient-il que la mission du prince Giorgio était d'évaluer les forces militaires du calife abbasside al-Mutassim? Comment aurait-il fait? Et pourquoi? Le roi Zakaria projetterait-il d'envahir Bagdad? Sur quoi se fonde l'historien polonais pour affirmer de telles choses? Après avoir été proclamé successeur du roi de Nubie, il partit pour Bagdad en été 835 accompagné d'évêques et de membres de sa cour. Son voyage fut un événement sans précédent marquant un grand succès politique qui fit connaître le royaume chrétien de Nubie dans tout le Proche-Orient. Ah bon? La Nubie et ses 3 royaumes chrétiens, dont le royaume de Makuri, n'étaient pas connus au Proche-Orient? N'est-ce pas Makuri qui entretenait des relations diplomatiques avec l'Empire romain d'Orient-Byzance, entre parenthèses? N'est-ce pas le royaume de Makuri qui fut protecteur du patriarche et pape de l'église copte orthodoxe, primat d'Afrique, successeur de saint Marc sur le trône papal d'Alexandrie? À ce titre, en 748, ce dernier roi, Sa Majesté royale Cyriacus, roi de Makura, ayant appris que le patriarche copte avait été emprisonné par l'émir d'Égypte, guida une incursion armée en Égypte, arriva jusqu'à Al-Fousta et, après la libération du patriarche, rentra en Nubie. Loretta del Francia, Antipolis et Panapolis, nouvelle hypothèse sur les datations de quelques tissus. Pour la référence. N'est-ce pas Makuri qui entretenait des relations commerciales avec la Syrie, pays duquel il importe le lin, par exemple? N'est-ce pas Makuri qui entretenait des relations religieuses avec les patriarcats
d'Antioche en Syrie et de Jérusalem en Palestine, où des moines nubiens sont une chapelle dans l'église de Saint-Sépulcre. À ce titre, il y avait des moines nubiens en Égypte et à Jérusalem il y eut une chapelle des Nubis dans l'église du Saint-Sépulcre. N'est-ce pas encore le royaume de Makuri qui est la limite de l'avancée en Afrique du roi perse Khosrow II, qui réussit un temps à conquérir l'Égypte en 616? Vraiment, le royaume de Makuri n'était pas connu à cette époque? Et ce serait grâce à son maître blanc, le calife abbasside al-Mutassim, qu'il entra dans l'histoire? C'est du déjà entendu, ça? L'ambassade de Giorgio eut pour résultat la suppression de l'arriéré, la révision du pacte et la conclusion d'un nouveau traité, au terme duquel le tribut ne devait plus être versé que tous les 3 ans. Quelle bonté, mais aussi quel bon conte de fées! Sinon, simple question de curiosité, à quel moment le califat abbasside aurait battu le royaume de Makuri au point de signer un traité de reddition appelé Bacte? Rappelons juste que chronologiquement, entre le califat abbasside et le califat Omar ibn Khattab, conquérant de l'Égypte en 641, se trouve une autre dynastie qui est le califat omeyyade. Et ces deux dernières se détestent. Les Abbassides ont fait exterminer tous les Omeyyades à l'exception du prince Abderrahman ibn Muawiyya, qui réussit à fuir jusqu'en Espagne où il fonda l'émirat de Cordoue qui deviendra en 929 califat de Cordoue sous le règne d'Abderrahman III, qui se fait proclamer calife. Ni les califes Rashidoun, Omar ibn Khattab et Ali ibn Abu Talib, ni les califes Omeyyades, ni les califes Abbassides n'ont conquis le royaume de Makuri. Dans quel traité de reddition appelé Bacte le prince Giorgio serait-il allé négocier ou réviser les termes? Georgios reçut d'Al-Mutassim de nombreux présents et le patriarche d'Alexandrie Joseph l'accompagna pendant une partie de son voyage de retour à Dongola où il revint en 837. Donc si l'on comprend bien, le nègre va renégocier auprès de son maître blanc un traité de soumission que son père, le roi Zacharia, ne pouvait plus honorer. Mais en retour, le maître blanc lui offre de nombreux et somptueux cadeaux. C'est bien ça. En plus de ça, le patriarche d'Alexandrie et pape de la prédication et du siège de Saint-Marc le reçoit en gloire et l'accompagne dans son voyage retour. C'est bien ça. Et après, on veut toujours nous faire croire que le prince aurait été envoyé en ambassade à Bagdad, tel un vaincu qui irait réviser les conditions de sa reddition. À la décharge de l'historien Stéphane Jakobiecki, les réserves qu'il émet quand même sur cette affaire d'ambassade. Réserve que n'a pas daigné relever le juriste et politologue afrocentriste Jean-Pierre Caillat. Pourtant, ces réserves suivent directement la citation qu'il propose. Nous connaissons cette ambassade par plusieurs sources. Les différentes versions ne sont pas cohérentes, soulignées par nous. Certains auteurs prétendent que le traité fut signé au Caire avant 833, ou que Georgios est allé 2 fois à Bagdad, la seconde fois en 852, dans des circonstances moins heureuses que la première, comme prisonnier entre parenthèses, en compagnie du roi Bedja Ali Baba, mais cette version n'est pas claire. Stéphane Jakobielski, La Nubie chrétienne à l'apogée de sa civilisation, Histoire générale de l'Afrique, volume 3, chapitre 8, page 236 pour la référence de la citation. Comme on le voit, même l'auteur convoqué par Jean-Pierre Caillat, pour appuyer sa thèse farfelue de la défaite en 652 des Makurites,
qui aurait conduit par la suite à la signature du traité de Bact qui obligerait les Macourites à livrer annuellement 360 esclaves aux Arabes d'Égypte n'est pas catégorique et met en cause aussi bien les auteurs que les versions proposées. Même si lui-même adopte plus ou moins une de ces versions non cohérentes. Mais la vérité, c'est que même avec une lecture rapide, voire carrément superficielle de ses propos, suffit à montrer les incohérences et l'indigence en termes de référence de cette histoire d'ambassade envoyée au calife de Bagdad. Seuls les afrocentristes, à la suite de leur maître à penser africaniste, peuvent encore soutenir la thèse de la défaite, voire du match nul qui aurait conduit au Bact 652. C'est la position soutenue par exemple par l'anthropologue français Frédéric Fogel dans son ouvrage Mémoire du Nil, les Nubiens d'Égypte en migration. En effet, accepter l'idée que les Macourites ont gagné les deux guerres du Dongola 642 et 652 est tout simplement trop difficile, trop inconcevable pour elles comme même pour les afrocentristes. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Le gouverneur n'impose pas un traité de capitulation, entre parenthèses jizya, conformément aux relations entre un État musulman et un État chrétien vassal, mais conclut avec le roi Clidoron une convention, Bact entre parenthèses, de non-agression. Les Nubiens paient un tribut annuel de 362 esclaves qui proviennent des populations soudanaises du sud et obtiennent en échange du blé, du mil, du vin, du tissu et des chevaux. À ce titre, Bahadur, en 1960, estime que les Nubiens recevaient plus qu'ils ne donnaient. Chini, 1978, pense au contraire que la charge était beaucoup plus lourde pour la Nubie. Pendant les 7 siècles d'existence de la Nubie chrétienne indépendante, les deux parties considèrent en principe cette convention comme la base de leurs relations. Michalowski, 1980, pour la citation. Ainsi, les Macourites sont présentés par les afrocentristes à la suite des africanistes et des Mozarabes négrophobes comme des victimes des pauvres airs indigents qui auraient besoin d'un traité pour se procurer du mil ou des chevaux. Alors que sous la plume du même auteur, dans le même livre, dans le même chapitre, nous pouvons lire que le royaume de Makura est fort riche, ce que nous savions déjà, surtout pour ses légendaires cheptels, ovins, bovins, caprins et équidés, en plus des métaux précieux comme l'or. Citation de Frédéric Fogel dans Mémoire du Nil, les Nubiens d'Égypte en migration, page 65-66. Jusqu'au milieu du XIe siècle, le pays est prospère, la population augmente, la qualité de l'habitat s'améliore. Économiquement autonome, la région produit suffisamment pour nourrir sa population, exporte les poteries et des dattes vers l'Égypte et importe du verre de Fosta et du lin de Syrie. Fin de citation. D'autres auteurs, comme l'américain J. Spalding, toujours dans le but de légitimer cette image du nègre vaincu, indigent esclave, proposant une autre thèse pour confirmer l'historicité du traité du Bact. En effet, J. Spalding considère pour sa part que le Bact serait un élément de la culture nubienne qui a toujours régi ses relations avec ses voisins frontaliers. En somme, l'échange de biens contre des esclaves n'est plus vu, dans ce cas, comme un traité imposé de l'extérieur, mais un fait normal endogène. Cette position fait d'une pierre deux coups. Elle historicise le Bact et légitime l'idée que l'esclavage intra-africain serait une réalité qui précéderait les traites
et esclavage transatlantique et oriental. C'est dans ces courants-là qu'il faut inscrire la démarche des afrocentristes menée par Jean-Pierre Caillat. Ce dernier, comme les Malek Chebel et autres Tidiane Ndiaye, copie ce que la pensée dominante africaniste valide exactement comme les auteurs du Moyen-Âge musulman se copiaient entre eux sur cette même question du Bact suivant une tradition douteuse. Cette tradition que promeuvent africanistes et afrocentristes remonte à ces auteurs arabophones du Moyen-Âge qui, au demeurant, n'ont jamais été témoins oculaires de l'une ou l'autre guerre du Dongola et qui ont tout vécu après l'an 750, date de l'incendie du Diwan de Phostat qui emporta toutes les archives officielles égyptiennes. Citation de Jacques Thierry, Le Sahara libyen dans l'Afrique du Nord médiévale, page 34. El-Baladouri et Al-Tabari disent remonter à El-Waqidi. On peut leur adjoindre la version d'Ibn Abd al-Hakam qui reproduit mot pour mot le texte d'El-Baladouri. El-Yaqoubi reproduit pour le fond aussi bien El-Layth qu'El-Waqidi. Fin de citation. En bas de page, Jacques Thierry fait remarquer que déjà au XIIIe siècle, Ibn Khalikan, né le 22 septembre 1211, mort le 30 octobre 1282, le grand cadi de Damas, ex-capitale impériale sous la dynastie négro-arabe des Omeyyades, doutait de la véracité des traditions d'El-Waqidi, desquelles se revendiquent les auteurs comme Al-Yaqoubi. Plus proche de nous, dans le temps, l'orientaliste germanique Joseph Horowitz, né le 26 juillet 1874 et mort le 5 février 1931, lui aussi met en doute la véracité des traditions colportées par Al-Yaqoubi, Al-Waqidi. Quant à l'authenticité de la tradition d'Al-Layth, c'est Ibn Abd al-Hakam, né en 803, mort en 871, qui émet des réserves là-dessus, devant de quelques 12 siècles l'orientaliste français Robert Brunschkitsch, né en 1901 et décédé en 1990. Lui-même, Abd al-Hakam, le plus ancien auteur que nous connaissons traitant de la question du Bact, nous dit qu'il avait à sa disposition deux versions du Bact, dont une ne ferait pas mention de la clause esclavagisante. Ainsi, voyons-nous, dans quelle tradition historique nébuleuse s'inscrivent les afrocentristes? Celle des faussaires, des commis d'État, des écrivasiers appointés par la puissance dominante, mais certainement pas celle de la vérité historique. Justement, que dit l'histoire sur le sujet qui nous amène à commettre ce texte? Quel était le contexte dans lequel s'est rendu en ambassade à Bagdad le prince makourite Giorgio de Dongola, fils du roi Zacharia de Makoura? Tout simplement, plantons le décor avant d'aller dans le détail, posons le contexte avec court extrait d'Augustin Calmet. Citation. Quelque temps après, le calife El-Mamoun, étant en Égypte pour apaiser la rébellion des Bsamirites, Denis, patriarche jacobite d'Antioche, l'y accompagna, car le prince aimait les savants, même les chrétiens, et en avait toujours auprès de lui. Joseph, patriarche d'Alexandrie, fut charmé d'avoir cette occasion de renouveler la communion avec Denis, auquel il n'avait pu, à cause de la guerre, envoyer les lettres synodales. Il alla donc au Caire faire la
révérence au calife, et ce prince l'envoya avec patriarche Denis au chef de la révolte de Bzamérite, pour leur offrir l'amnistie du passé, s'ils voulaient quitter les armes. Sur leur refus, El-Mamoun les assiégea, prit leur ville par famine, il fit mourir tous ceux qui pouvaient porter des armes et fit conduire le reste captif à Bagdad. Le patriarche Denis, ayant demandé à ces malheureux ce qui les avait portés à se révolter, ils répondirent que c'était la dureté de ceux que les gouverneurs d'Égypte employaient à lever les tribus, ce qui donna lieu à Denis d'en faire ses remontrances au calife. Celui-ci fit aussitôt arrêter Ibrahim, frère du gouverneur d'Égypte. Mais après la mort d'Al-Mamoun, Ibrahim fit chercher Denis pour le mettre à mort, et il n'évita ce malheur qu'en demeurant caché assez longtemps. D'un autre côté, deux évêques d'Égypte, Isaac de Tanis et Théodore de Misra, ayant été déposés par Joseph leur patriarche, allèrent trouver As-Shin, gouverneur du pays, et l'accusèrent d'être l'auteur de la rébellion des Bzamérites et de tenir dans son église des assemblées contraires aux intérêts de l'État. Le gouverneur, en colère, envoya son frère à l'église des chrétiens pour tuer le patriarche. Dieu le conserva miraculeusement. Il se justifia devant le gouverneur et pardonna généreusement à ses accusateurs. Le calife Al-Mamoun, en ayant été informé, lui accorda non seulement la liberté, mais encore le privilège de ne pouvoir être mis en justice pour rendre compte de ses jugements et de sa conduite envers les chrétiens. Citation d'Augustin Calmet, Histoire universelle sacrée et profane depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, livre 90, page 610-611 pour la référence. Cet extrait d'Augustin Calmet nous montre l'ambiance délétère qui régnait alors en Égypte, avec des tensions perpétuelles ajoutées à de multiples tentatives de meurtre contre les plus hautes personnalités du pays, comme le patriarche d'Alexandrie et pape de l'église copte orthodoxe. Ce dernier, pour rétablir le calme, dut rappeler à son devoir le calife abbasside qui, aussitôt qui fit arrêter Ibrahim, le frère du gouverneur d'Égypte. Ce climat n'a pas manqué de déborder au-delà de la frontière méridionale égyptienne pour finalement se répercuter dans les relations makuro-égyptiennes. Ainsi, depuis l'année 822, le royaume de Maakura et l'Égypte, province du califat abbasside, sont ouvertement en conflit armé. La situation s'est dangereusement tendue, surtout pour les Égyptiens qui ne pouvaient plus espérer du soutien venant de la capitale, Bagdad, qui elle-même devait résoudre des problèmes de guerre intestine et de crise financière. Citation Africana, bulletin numéro 31 à 33, page 117. Des luttes armées ont éclaté entre les Arabes et les Nubiens, et s'est déroulé principalement dans le territoire de Nobadia. L'ambassade de Georgios, fils de Zacharia, envoyé à Bagdad en 836, y a mis fin, permettant ainsi un développement économique du pays. Fin de citation. Nobadia étant le royaume au nord de Makura, que ce dernier absorba. Ainsi, l'on voit que la situation est plus que sérieuse, que la tension est réelle et palpable entre les deux voisins égyptiens et makourites. Il n'est nullement question d'impossibilité de payer l'on ne sait quel tribut, mais de guerre ouverte entre deux belligérants.
L'Égypte étant une province du califat, il est tout à fait normal, dans ce cas précis, que le roi de Makoura, en conflit avec des éléments fous de cette province, en réfère directement à Bagdad pour régler définitivement cette affaire. Sans quoi ils, les Nubiens, s'en occuperaient personnellement. En effet, à plusieurs reprises, les Makourites ont fait clairement des démonstrations de force qui les ont conduits à assiéger la capitale égyptienne, Al-Fousta. Et celle-ci n'a eu son salut que parce qu'elle s'est pliée aux exigences des Makourites. En 748, à la suite de l'emprisonnement d'un patriarche copte syriaque roi du Dongola, attaque l'Égypte et assiège Fausta, la capitale. Les Arabes négociant libérant le patriarche et voient avec soulagement le roi syriaque se retirer dans son pays, souligné par nous. Le règne de Zacharia III, son fils, est plus effacé, mais au milieu du Xe siècle, les Nubiens passent à l'attaque contre les Égyptiens, profitant des querelles opposant les derniers sultans Ikhshidides du Caire aux Fatimides. Ils occupent la Haute-Égypte, mais abandonnent la région en 956 à la suite d'une contre-attaque arabe menée par Kafur. En 967, les Nubiens réoccupent un territoire sédentant de Dongola à Akhmim. Mais 2 ans plus tard, s'ils sont obligés de se replier. Un souverain chrétien, Joël, se maintient à Djebel Ada, près d'Abou Simbel, jusqu'en 1464. C'est le dernier roi chrétien de Nubie. C'est là quelque chose de très facile pour les Makourites que d'envahir l'Égypte, de la soumettre ou de la détruire ou de la réduire à néant. À plusieurs reprises, l'histoire nous montre que le royaume négro-chrétien de Makouria s'est militairement rendu maître de l'Égypte, même momentanément, comme le firent dans le passé antique les pharaons de Nabata pillés, ou encore Shabaka. Adam Ladjar, s'appuyant sur de la documentation authentique certifiée conservée au Musée national de Khartoum, nous donne même des raisons de cette tension entre Dongola et Fausta. De plus, il explique lui aussi que le voyage du prince makourite à Bagdad n'avait nullement pour but de réviser ou renégocier un traité de soumission appelé Bac, mais de régler le problème avec le propriétaire des lieux. Car n'oublions pas que l'Égypte est alors partie intégrante du califat abbasside dont la capitale se trouve à Bagdad. C'est en définitive là-bas que doit se régler ces différends concernant la violation du territoire makourite et l'afflux massif et illégal de populations musulmanes arabo-égyptiennes dans le nord du royaume de Makoura. Avec Zacharia Augustus, l'inscription se réfère à Zacharia, roi de Makouria. Il était le fils du roi Lon, qu'il suivit sur le trône dans les années 820-830. Pendant le règne de Zacharia, les relations entre la Nubie chrétienne et l'Égypte musulmane se tendirent à cause de l'occupation par les musulmans de la forteresse frontalière d'Al-Qasr et également à cause de l'augmentation significative des migrants musulmans dans le nord de la Nubie. Le jeune prince Giorgio fut envoyé en 836 après Jésus-Christ à Bagdad pour régler le problème. Fin de citation. Au final d'une ambassade,
de la dernière chance à Bagdad pour l'Égypte, Jean-Pierre Caillat, auteur afrocentriste, a réussi à se persuader qu'il était là en présence d'un faible royaume négro chrétien d'Afrique soumis aux méchants arabes esclavagistes à qui il doit payer tribut annuel 360 esclaves. Ce déplacement du prince royal a permis au calife abbasside de conserver l'Égypte au sein du califat car l'empire abbasside était vacillant, rébellion des esclaves turcs, de l'armée califale entre parenthèses, proche de la faillite financière, au point que la famille califat abbasside a dû fuir Bagdad pour s'installer en 833 dans une nouvelle ville, Samarra. Donc, contrairement à ce qu'avancent les africanistes et leurs caniches afrocentristes, cette ambassade du prince de sang royal Georgios à Bagdad n'était pas un succès parce que le calife abbasside al-Mutassim aurait répondu favorablement aux demandes imaginaires entre parenthèses mendiantes du roi de Makoura. C'était un succès parce que les Makourites ont accepté de donner une dernière chance au calife abbasside al-Mutassim avant invasion purement et simplement de l'Égypte. D'où le fait qu'al-Mutassim ait couvert de cadeaux le prince Georgios. D'où le fait que sa sainteté, le patriarche d'Alexandrie, primat d'Afrique, pape de la prédication et du siège de Saint-Marc, l'ait reçu avec tout le faste que l'on sait. N'inversons pas les rôles. Ce sont les Makourites qui étaient en position de force et les Abbassides qui étaient en difficulté. Ainsi, cette histoire de renégociation, de révision du traité de Bacte est encore une farce, une invention africaniste qu'aime à propager Jean-Pierre Caillat et ses affidés afrocentriques. Et pour finir, ne manquons pas de citer à nouveau Augustin Calmet qui nous décrit avec force détail la réception qui fut faite au prince héritier Georgios de Dongola, fils de Sa Majesté royale Zacharia, roi chrétien de Makoura. Ce passage, au Moyen-Orient, puis en Égypte, est préfigurateur du voyage à la Mecque en 1324 d'un autre grand roi médiéval, Kankan Moussa. L'un était chrétien, le prince royal Georges de Dongola, et l'autre est musulman, Sa Majesté impériale Kankan Moussa, empereur du Mali. Citation: le prince Georges en fut très bien reçu et obtint tout ce qu'il demandait. Le calife lui donna des habits magnifiques à la façon des princes d'Orient et le renvoya en Égypte. On remarque que Georges portait en la main une croix d'or que tout le monde s'empressait de baiser. Il demanda au patriarche d'Alexandrie un autel de bois portatif pour y célébrer la messe lorsque le roi était en campagne. Il avait aussi avec lui des évêques nubiens qui célébraient la liturgie en sa présence et lui donnaient la communion à lui et sa suite. Il avait une cloche au-dessus de son logis qu'il faisait sonner quand on élevait l'hostie au grand contentement des chrétiens des lieux où ils se retrouvaient, car cet usage était ordinaire en Égypte. Le prince Georges, étant de retour en Nubie, y bâtit une église et amena avec lui les évêques, des prêtres et des diacres et obtint du calife d'avoir des cloches pour inviter les chrétiens à venir à l'église.